condamnés ont bien le droit à une dernière parole. Avant d'ouvrir les portes de mon ultime demeure et de me livrer à la damnation que je mérite, j'aimerais vous raconter mon histoire. Si elle ne me sauvera pas des flammes de l'enfer, au moins vous dira-t-elle qui je suis. Tout a commencé un jour de grande chaleur. Cette chaleur andalouse qui vous assomme et vous grise en même temps. Je devais avoir 12 ans. Ce jour-là, je promenais ma bohème, les poings dans les poches crevées, sur le port d'Alicante. Les bourgeois d'Alicante, tout bien remplis d'eux-mêmes, trimballaient leur gros ventre et leurs dames sur le port. La scène dont je fus alors le témoin, je n'oublierai jamais. Elle a fait de moi un homme, elle a fait de moi un pêcheur. Mais n'est-ce pas la même chose, monsieur le commandeur? Tandis que je passais au milieu des stands du marché de la ville, mon regard et tout mon être avec furent attirés par le regard de cette petite fille. Elle était en train de voler des oranges. C'était donc elle, le voleur que tout le monde cherchait dans le marché. Qui a volé l'orange, disait-il. Qui a volé, a volé, a volé. Ses lèvres étaient closes, mais ses yeux me parlèrent, et il m'intimidaient de la suivre. Je l'aurais suivi en enfer, c'est d'ailleurs finalement ce que j'ai fait. Je me mis donc à courir avec elle, et nous avons couru ensemble longtemps. Nous faufilons à travers la foule folle, elle se glissant entre les passants, et moi passant sur eux, les bousculant, les piétinant même. Rien n'existait plus qu'elle et moi, et mon cœur n'était plus que ses pas. Rapide, léger, aérien. Elle m'emmena à l'autre bout de la ville, et sur le belvédère, nous nous sommes arrêtés. Elle, immaculée. Comme si elle n'avait pas couru. Moi, essoufflé, en nage. Elle me prit par les épaules avec autorité et m'embrassa délicieusement, tendrement, quoique avec une légère violence. Pour la première fois, je me sentais en vie. Ce baiser m'a perdu, mais en même temps il m'a sauvé. Il a fait de moi ce que je suis, un amoureux de l'amour. Et à cet amour, dont moi seul connais la véritable nature, j'ai fini par tout sacrifier. Le confort, l'opinion des hommes, et jusqu'à mon salut. Laissez-moi vous expliquer ma philosophie, commandeur. J'ai aimé toutes les femmes. Je ne suis pas comme ces séducteurs de salon, qui choisissent, qui corrigent leurs désirs au miroir déformant de l'opinion, et qui forcément sacrifient l'ivresse au flacon, l'amour à l'amour propre. Les femmes qu'ils ont séduites sont autant de trophées. S'ils pouvaient les empailler comme du gibier pour les plaquer contre les murs, je ne doute pas qu'ils le feraient. On aurait alors des drôles de salons. Moi, je prétends que chaque femme est belle, et je les ai toutes aimées. Les petites, les grandes, les minces, les rondes, les soubrettes, les duchesses. Et si je plais à toutes les femmes, c'est parce que toutes les femmes me plaisent. Je suis l'antiracisme personnifié. Bien sûr, je ne fais aucune discrimination. Ce que j'offre à ces femmes, c'est la pure passion, sans l'impression de l'opinion. C'est l'occasion unique d'un désir sans orgueil. Commandeur, toute ma vie, j'ai cherché à revivre ce premier baiser. Cette sensation merveilleuse des lèvres qui se goûtent, des corps qui se découvrent et qui se trouvent enfin. On me peint comme un petit tyran qui jouit de tenir les femmes en son pouvoir. Il n'y a rien de plus faux. Avec moi, les histoires ne s'écrivent pas dans le temps. D'aucuns ont des aventures, je suis une aventure. Je n'ai jamais fait l'offense à une femme d'enchaîner son corps, sa vie, sa liberté, à une bague au doigt. Je suis comme le pêcheur du dimanche. Je les capture, puis je les relâche. Je soulage leur corps de tout ce qu'ils retiennent, pour que le lendemain, la vie leur soit plus belle, la société plus douce, en dépit de ses chaînes. Enfin, je les délivre, des autres et d'elles-mêmes. Ces femmes, je leur ai donné ma vie, rendez-moi donc la mienne. Les hommes me jugent mal, qu'enfin ils me comprennent. C'est bien la pire peine de ne savoir pourquoi, tous cocus jusqu'à la moelle, leur cœur a tant de haine. Merci. Oui, bravo. Vous nous avez emporté sur la place de marché, on s'y croyait, donc j'ai trouvé ça très bien. Maintenant, un baiser est-il un péché? Ce serait peut-être une prochaine question auquel il faudrait répondre. Un seul regret, c'est que vous avez fait 3 blagues apparemment très drôles que nous n'avons pas comprises. Je pense que c'est une blague à destination des étudiants, qui avaient des références. Non? Alors c'est pour la culture. Pardon. En tout cas, vous avez eu un vrai discours de séducteur qui correspondait vraiment, à mon avis, à Don Juan.
J'ai trouvé que c'était une excellente prestation, presque une plaidoirie d'avocat. Vous allez peut-être changer de vocation, c'est jamais l'avenir. J'ai juste un petit regret. C'est un début de parole peut-être un peu trop élevé, où on aurait peut-être aimé des petits moments de silence pour toujours garder l'attention de l'auditoire finalement. Voilà, sinon il y avait une belle gestuelle et c'est vrai que nous avons mis à Bien, j'ai aussi apprécié en littéraire, on va dire, cette intervention. Je pense qu'on a dû donner ce sujet à Henri de Montmarin comme un rôle de composition. Il a eu un discours de séducteur. Alors après, une plaidoirie, il a bien défendu, mais un Don Juan amoureux. Alors je suis plus sceptique. Je pense qu'en tant que commandeur, j'aurais accusé d'avoir encore voulu me rouler et je l'aurais pris sérieusement par la main pour l'emmener directement. Voilà, c'est ça l'idée. À la question qu'on m'a posée, vous avez déjà eu la réponse des hommes, à moi de vous présenter celle des singes. Cela fait quelques années qu'une question s'est posée là où j'habite, sur la planète des singes, lieu dans lequel les hommes sont animaux et les animaux sont hommes, pour savoir quels liens unissent nos deux espèces. Que cette filiation soit gisante ou angésine, qu'elle trône au zénith de l'amitié ou au nadir de la haine, il n'en tient qu'à moi. À la question de savoir si oui ou non tu es mon descendant, homme, voici ce que j'ai à te dire suite à mon expérience sur ta planète. J'ai tout d'abord été surpris par le mépris que tu m'accordes à moi, ton ancêtre. Je suis allé dans un des lieux que tu appelles zoo, et j'y ai vu mon semblable enchaîné dans une cage trop petite pour lui, parfois offert aux yeux moqueurs et méprisants des passants, parfois au laboratoire le plus riche pour qu'il réalise sur lui quelque expérience scientifique. Il y a de cela pas longtemps, tu as appelé cela esclavage à propos de l'un de tes frères. Combien de fois dans l'histoire répéteras-tu ton erreur? Je suis ensuite allé dans un de tes lieux de culture pour y admirer deux peintres qui sont tant renommés chez toi. Ils s'appellent, je crois, Chardin et Watteau. Est-ce vraiment de mon nom dont ils se servent dans leur adage Ars Simias Naturae pour se moquer des artistes qui ne savent qu'imiter et non créer? J'ai même lu un de tes plus grands auteurs. Il s'appelle, je crois, La Fontaine. Et même lui me met à mort dans sa fable du singe et du dauphin, parce que pour me sauver de la noyade, j'ai dû en vain lui prouver ma valeur. Et c'est en ces termes moqueurs qu'il me met à mort. De tels gens, il est beaucoup qui prendraient Vaugirard pour Rome et qui, quelque temps dru, parlent de tout et n'ont rien vu. Le dauphin rit, tourne la tête et, notre magot considéré, il s'aperçoit qu'il n'a trouvé du fond de la mer rien qu'une bête. Il le replonge à l'eau et s'en va trouver quelque homme afin de le sauver. Suis-je digne de mépris parce que je n'ai rien inventé? Suis-je digne de mépris parce que tu ne comprends pas ma langue? Suis-je digne de mépris parce que, contrairement à toi, je n'ai pas eu d'emprise démesurée sur la nature, toi qui es proche aujourd'hui de la détruire? Alors, homme, assez de ce mépris. Parce que par ta faute, la violence, j'y ai grandi. L'hiver, j'y ai grelotté. Le mépris, je l'ai subi. La peste, je l'ai eue, et la honte, je l'ai bu. Et je la vomis aujourd'hui sur tes pieds, et que ces éclaboussures contiennent toutes les misères que tu m'as infligées. Tu me méprises, mais pourtant tu descends de moi, et tu l'as oublié. Tu es mon descendant, en effet, mais tu as peur de le reconnaître. Tu as peur de voir en mes simagrées rectus simiesques, moi, l'anomalie animalière. Et pour juguler cette peur, tu n'as eu d'autre idée que de façonner une image trop belle de toi, te reflétant un miroir trop beau pour toi. Et c'est à moi aujourd'hui de me détruire et de te rappeler que oui, je suis ton ancêtre. Tu descends de moi, oui, et tu prends plaisir
à imiter et à faire ressortir le singe qui est en toi. C'est ce qu'un de tes philosophes, Deleuze, a appelé le devenir animal, et ici le devenir singe. C'est le plaisir que tu prends à faire voler en éclats les carcans conceptuels qui brillent de ton imagination et tes instincts, et qui te font redevenir ce que tu es au plus profond de toi. C'est cette expérience des limites qui te fait voir le monde d'un autre point de vue. Et d'ailleurs, n'est-ce pas ce même philosophe qui disait de Mozart que sa musique était traversée par un devenir oiseau et un devenir singe? Alors, homme, assez de nous évincer dans les limbes de l'humanité. Je suis celui qui vient du lointain. Homme, vous êtes les grands et les puissants sur terre. C'est périlleux, vous profitez de la nuit. Mais il y a une autre puissance là-bas, sur ma planète. Cette puissance, c'est l'aurore. L'aube ne peut être vaincue. Elle arrivera, elle arrive. Et elle contient en elle le jet du jour irrésistible. Voilà, homme, ce que je dirais à mes frères une fois rentrés sur ma planète. Dire, ainsi que Darwin, que l'homme descend du singe, le mérites-tu vraiment? Je vous remercie pour ce beau texte, fort bien écrit, qui part d'une très belle idée, parce que, après cette question très basique, avoir imaginé de la poser à partir du singe est une habileté incontestable. Et croiser la planète des singes avec La Fontaine et utiliser la moralité du singe et du dauphin, c'était très habile également. Donc tout ça est très fin, il y a de très beaux passages, de très belles expressions. Voilà. Après, du point de vue de la performance oratoire, peut-être les camarades vont noter quelque chose d'un peu figé, un peu solennel et sérieux, d'un peu crispé peut-être aussi légèrement. Voilà, alors on est sensible à la beauté du texte, sa mise en bouche peut-être pourrait être un peu plus dynamique, mais voilà, ça ne retire rien à la qualité et l'intelligence de l'intervention pour moi. Merci. Alors maintenant nous accueillons le seul troisième année sélectionné, Guillaume Arbouin, sur Le remède et dans le poison. Toutes les choses sont poison, et rien n'est sans poison. Seule la dose fait qu'une chose n'est pas un poison. Très cher public, estimés membres du jury, cette citation de Paracelse n'a rien à voir avec le sujet. En effet, il n'est pas question ce soir de s'intéresser au poison, mais bien au remède. Avec cette affirmation, le remède est dans le poison. Alors ce sujet, c'est un peu comme avec une femme. Il y a différentes manières de le prendre. Je m'habillais, comme avec une femme d'ailleurs, à en caresser l'essence cachée, à en percer les mystères. Enfin, je tâcherai de terminer ma démonstration par ce que j'estime modestement être le propos le plus intelligent, quoique potentiellement déviant. En somme, je finirai par la tête. Comme avec une femme. Quel sens donc donner à ces mots de l'académicien Marcel Achard, un Lyonnais d'ailleurs, comme moi, que la place d'hétéro fertilise les esprits? Le remède est dans le poison. Alors tout d'abord, on peut y lire l'affirmation que le poison contient un antidote. Ou pour être plus précis, que le poison contient son propre antidote. C'est l'idée empreinte d'une certaine forme de virilité qu'il faut traiter le mal par le mal. C'est par exemple ce gaillard, ce bonhomme, ce vrai mal, qui, le lendemain matin d'une cuite, va vous servir une vodka pour traiter votre migraine. Une cure qui, quoiqu'en quête d'une certaine légitimité médicale, est très répandue dans certaines régions, comme le Nord ou la Bretagne. Pour les plus sceptiques, sachez que l'aspirine fonctionne aussi très bien. Alors, dans une optique plus constructive quand même, sans pour autant être constructiviste, adoptant une approche plus virale que virile, c'est Pasteur qui invente le vaccin. Elle l'avait bien compris à l'époque de la grippe à Roselyne Bachelot, qu'il faut traiter le mal par le mal. Elle a d'ailleurs depuis appliqué ce principe à sa reconversion professionnelle. Cependant, traiter le mal par le mal
comme si le serpent du caducée se mordait la queue. Prenez l'exemple des conduites addictives. Allez dire à un inconnu qu'il faut traiter le mal par le mal, la boisson par la boisson, la biture par la biture. Allez dire à un sexe addict, un DSK en français, qu'il faut traiter le sexe par le sexe, la biture par la biture. Non. On ne serait-ce qu'on ne peut adhérer à cette idée, ne serait-ce que moralement. Je refuse donc de suivre cette direction, et c'est ailleurs que je vais chercher le sens de ces mots. Le remède est dans le poison. On peut déceler une seconde voie dans cette déclaration, celle selon laquelle le poison, l'ingestion létale, serait une solution à nos maux. C'est encore ici l'idée qu'on doit traiter le mal par le mal, mais avec un grand M cette fois-ci, le bad. Alors, le poison est souvent utilisé comme une solution par des êtres faibles, vils ou fourbes. Oui, par des femmes. Lacrimis quid insidias cum femina plorat. Lorsque la femme pleure, elle tend un piège avec ses larmes. Pas vous, là. Vous êtes avocate. Vous êtes l'exception qui confirme les règles. C'est par exemple plutôt une abonnable ou faible qui cède au désespoir. C'est cette vieille Agrippina jeune qui tue son riche mari pour pouvoir épouser l'empereur Claude, son oncle, son gentil tonton, qu'elle éliminera lui aussi par la suite, la salope. La femme dans toute sa splendeur. La solution sera une poison. Mais à considérer la mort comme une fin, on fait du poison une solution finale. Et le XXe siècle nous a prouvé que ce n'était pas forcément une bonne idée. Et encore donc nous nous égarons, le chemin est une impasse, et c'est ailleurs que je vous propose de trouver le sens de ces mots. Je vous propose de changer de regard sur ce sujet et de considérer ces mots comme une formule. Et si le remède était dans la formule? Et si ce bon mot en lui-même, prêtant à sourire, invitant à réfléchir, comme nous le faisons ce soir, surtout moi, et si ce bon mot était le soin dont nous sommes en quête? Et si le salut se trouvait dans les mots? Dès lors, pour traiter les poisons qui consument l'homme, qui consument l'âme, on ne ferait plus appel à l'arsenic, ni à l'acidu, mais à la fontaine, à la poésie ou à la fouine, au poète, quoi. Le langage comme une catharsis, le voilà notre remède. Nous sommes guéris, vous êtes guéris. Et oui, peuple de l'Audence, car ce soir, en sortant de cet amphi, délecté que tu seras par tant d'esprit, tu auras entendu mon discours, tu ne seras peut-être pas guéri, mais tu seras au moins soigné. La piqûre de rappel de ce vaccin se fera en finale, et j'espère alors être ton médecin traitant. Très cher public, très cher jury, il y aurait encore tant à dire, mais le temps m'impose de conclure. Vous l'aurez compris, je pense que ce sujet est plein de sens, mais qui nous enseigne une chose, une seule. Et c'est ce qu'il faudra retenir ce soir. Il nous enseigne qu'à défaut de traiter le mal par le mal, on doit traiter les mots par les mots. Je vous remercie. Bravo. Je vais commencer par vous féliciter pour plusieurs raisons. J'ai trouvé que votre intervention était très bien réglée. Dès la première phrase, vous donnez le rythme. C'est une prestation avec beaucoup d'humour. Qui est très habile, avec une certaine liberté, mais vous avez osé, vous avez pris des risques et c'est important parfois de prendre des risques. J'apprécie aussi le fait que vous avez répété votre sujet en l'analysant dès le début de manière très habile. Alors j'étais effectivement bien surprise par cette belle accroche. On sent un petit peu l'assurance de celui qui a un peu plus de bouteilles que les autres. C'est le cas de le dire. Par contre, moi, dans un discours d'éloquence, le discours un peu grivois ne me plaît pas du tout. Voilà. Vous n'êtes pas là pour ça. Après, ça fait rire tout le monde. Bien. Maintenant, moi, ça me perd un petit peu. Je suis avocate, certes, mais celui-là me congénère, donc il y a des choses que je n'aime pas entendre. Et encore moins dans un discours qui est écouté, filmé. Donc parfois, vous m'avez un peu perdu. Je
partage les réticences de ma collègue, je le dis quand même malgré tout. J'aime les calembours, j'aime l'humour. Vos étudiants ici savent que je ne résiste pas aux plus mauvais d'entre eux. Enfin, j'évite de les faire en public, disons, dans ce genre de circonstances. Je les trouve pas tous excellents. Je trouve que le sexisme, même humoristique, n'est pas quelque chose qui m'enchante. Voilà, ça c'est une vraie réticence que j'ai. Le don de soi enrichit-il les autres? On a rarement vu une formulation aussi positive. Je veux dire, quand on nous demande si le don de soi enrichit les autres, on a simplement envie de répondre oui en souriant. Et c'est pertinemment ce que j'ai fait quand j'ai eu mon sujet, un peu naïvement. Faire le don de soi, qu'est-ce que c'est? Faire le don de soi, c'est renoncer à ses propres intérêts pour servir ceux des autres. Ça vous rappelle le projet marketing? Et ce don de soi, c'est avant tout un sacrifice. Un sacrifice de soi. Et c'est dur, on n'a pas l'habitude de faire ça. Mais à la fois, c'est quelque chose de beau. C'est cette qualité qu'on a tous mis dans notre petite liste de qualités qu'on a préparée pour nos euros avant de rentrer à Audencia. Vous vous souvenez, quand on vous posait la question de savoir quel était votre défaut, vous répondiez, et comme moi, je suis perfectionniste. Et après, on répondait à la question de la qualité, oui, je suis altruiste. Bon, on était faux. Et donc ce don de soi, c'est avant tout une forme de générosité. Et Bill Gates l'a bien compris quand il s'est lancé dans la philanthropie. Bill Gates, il s'est dit, il est lassé d'en avoir plus que les autres. Alors, lui aussi, il a envie de donner aux autres, il a envie de faire partager cette richesse. Et donc, il a eu envie de donner aux autres, et c'est un petit peu ce don de soi. On en oublierait presque les avantages physiques. Donc, ce don de soi, ça me fait penser à la loi du talion, œil pour œil, don pour don. Chacun a envie de donner pour recevoir. Et derrière, je pense qu'il y a quelque chose qui se cache derrière ce don de soi. Ce serait une forme de cruauté, une soif de se maltraiter soi-même. Et les bénévoles sécu-vélo du triathlon s'en souviennent. Donc on n'aura ni le beurre, ni l'argent du beurre, et encore moins la crinière, mais pourquoi le faire? Et ben, je pense que dire que le don de soi enrichit les autres, ce serait être très prétentieux. Ça voudrait dire qu'on se placerait devant les autres et on leur dirait « Je vous ai compris, vous avez besoin de moi ». Donc il y aurait cette idée que le dévouement de soi permettrait aux autres de s'enrichir, de devenir riches, et donc plus riches, et donc plus heureux. Et finalement, on se mentirait à soi-même en se disant que le don de soi enrichit les autres. Donc, pour conclure, je dirais que si le don de soi n'enrichit pas les autres, ce serait peut-être le don des autres. Tous ces autres candidats qui sont face à moi aujourd'hui, qui pourraient finalement m'enrichir moi-même après cette expérience. Merci Ophélie pour votre présentation. Ce que j'ai apprécié, c'est que vous commenciez par définir votre sujet, évidemment. Et ensuite, ce que j'ai aimé aussi dans votre présentation, c'est que vous la mettez en scène. Donc, c'est pas seulement un exercice d'éloquence, mais également un exercice de mise en scène. Vous y mettez du cœur, vous y mettez de l'humour, donc c'est bien. Après, pour ce qui concerne l'exercice d'éloquence en tant que tel, j'ai entendu trop de « eh ben »,« il y aurait », etc., qui font que du coup la prestation n'est peut-être pas complètement réussie. Pour ma part, j'ai beaucoup apprécié un vrai humour, voilà, très fin, vraiment très amusant.
avec des effets calculés, de retombées bien ménagées, donc c'était très habile. Et puis, cette distanciation à l'égard, effectivement, d'une évidence moraliste qui était difficile à prendre au premier degré, que vous avez su constamment tenir à distance avec votre humour, et ce soupçon moraliste était tout à fait plaisant. Donc, le seul regret que j'ai, je pense que cette stratégie de répétition, d'hésitation, etc., ne nuit pas tellement à votre intervention, parce qu'elle faisait partie peut-être des effets oratoires que vous prépariez. Donc, après, on peut l'apprécier diversement. Personnellement, ça ne m'a pas gêné. Qu'à travers le prisme de la personne. La nature nous a finalement plus ou moins dotés à ce niveau-là. Ainsi, nous arrivons avec pertinence et lucidité à la conclusion de mon propos. Nous sommes tous dits. Bon, vous êtes en train de vous dire, Malek, tu as des connes. Une magnifique tribune t'a été accordée, et c'est tout ce que tu as trouvé à nous dire. Une conclusion bancale, accompagnée d'un discours fébrile. Si j'avais su, je serais directement allé à la dégustation de vin du banc. Je vous connais et j'ai à cœur, vous, manager de demain, proactif et ambitieux, de notre belle business school, de vous satisfaire. Car oui, on dit aujourd'hui business school. Car Audencia aussi prend de la hauteur. La hauteur, c'est intéressant, est-ce qu'elle a aussi le vertige? Entre nous, nous savons que le problème n'est pas là. Car aujourd'hui, planification Audencia 2020, comment pourrait-on avoir le vertige? On me dit dans l'oreillette que le système d'absence n'a pas été modifié finalement. Sur la période de sécurité sera peut-être. Ainsi, comment rester opérationnel alors que nous prenons de la hauteur constamment? Depuis notre plus tendre enfance, nous nous développons. Physiquement, intellectuellement, psychologiquement, spirituellement. Cela peut nous faire tourner la tête. Je voudrais vous parler de cet autre type de vertige. Un type de vertige bien plus subtil, mais aussi bien plus puissant. Celui que l'on ressent face à de grandes idées. Dieu, la mort, l'amour. Laissez-moi l'honneur de vous développer un fait qui me touche tout particulièrement à chaque fois que j'y pense. Avant 1954, une croyance sportive universelle était que l'homme ne pouvait pas courir 1 mile américain en moins de 4 minutes. Soit 1 km en moins de 4 minutes. C'était impossible. Inconcevable. Des générations entières s'y étaient essayées. Aucune n'avait réussi. En 1954, Bannister, un Britannique de 36 ans, y est parvenu. Mais le plus significatif, c'est que dans les années qui ont suivi, plus de 30 000 personnes ont réussi à dépasser cette barrière des 4 minutes. 1 mile, 4 minutes. Un score vertigineux. Alors, pourquoi ce changement et pourquoi des milliers de personnes ont-elles réussi à briser cette barrière qui, finalement, paraissait si vertigineuse? Ce qui a empêché, avant 1954, tous ces athlètes d'y parvenir, cela a été leur état d'esprit. La peur. La peur face à cet accomplissement grandiose. Parallèlement, chacun des athlètes étant arrivé au sommet de leur discipline n'ont pas ressenti ce vertige. Ils ont travaillé d'arrache-pied pour y parvenir et ont pas à pas pris de la hauteur dans leur technique, dans leurs aptitudes pour y parvenir. Finalement, c'est l'idée ambitieuse qui nous donne le vertige. Et prendre de la hauteur dans les compétences ne se fait pas
du jour au lendemain. Il n'y a pas d'ascenseur jusqu'au sommet. Nous sommes donc finalement tous obligés de prendre l'escalier. Il est long, il est difficile, certes, mais marche après marche, et parce que l'on s'est donné tous les moyens de le gravir, arriver au sommet de cet escalier. Cet escalier, c'est celui du succès. Alors, c'est plus humblement que maintenant, j'aimerais vous conseiller d'oublier ce vertige et que je souhaiterais vous inviter à prendre l'escalier. Je vous remercie. Je vous remercie pour cette intervention. Elle m'a donné le sentiment dès le départ d'opérer une sorte de synthèse des qualités antérieures qui n'étaient pas toujours réparties sur l'ensemble de l'intervention. Et vous maîtrisiez un peu tous ces domaines, qualité d'élocution, variété du ton, humour, intérêt de... Voilà, tout ça était... Alors, donc j'ai dû avoir été séduit d'ailleurs par cette espèce de perspective qui a renversé ma vision, de prendre de la hauteur une courbe de plat. Je dois dire que ça m'a... C'est intéressant comme idée, paradoxal évidemment. Le seul reproche que je rappelle à cette bonne intervention qui témoigne de beaucoup de qualités, je disais que faire une synthèse intéressante de ce qu'on a entendu jusqu'à présent, c'est le sentiment d'un changement de ton que j'ai eu au milieu et un peu déstabilisant de passer d'un registre franchement drôle, hein, humoristique, à un registre sérieux et une sorte d'hésitation à la fin entre les deux registres. Voilà, donc ça c'est un peu perturbant à l'écoute. Voilà, c'est la seule réticence que j'exprime. J'ai beaucoup aimé votre façon de parler, très posée, très argumentée, très fluide. J'ai trouvé ça très bien. J'ai beaucoup aimé également l'accroche de votre sujet. Vous avez commencé par la conclusion. Et du coup, ça nous a rendu très curieux sur comment vous alliez traiter ce sujet. Peut-être un tout petit regret, c'est pourquoi vous n'avez pas parlé de l'aspect de ce sujet qui aurait été de dire qu'on a trop confiance en soi une fois qu'on a pris de la hauteur. Pouvoir ainsi l'impuissance. Pour ma part, j'ai l'intime conviction que si c'est la puissance qui permet d'arriver au pouvoir, en effet, on sait bien que ce sont les riches, les beaux, les forts qui arrivent au pouvoir. Le pouvoir, en retour, conduit à l'impuissance. En effet, en témoigne de Macbeth, l'homme qui est au pouvoir cherche à le garder et devient donc paranoïaque. Il devient fou. Cette folie est destructrice. Cette folie conduit à l'impuissance. Mais encore, l'homme de pouvoir voit souvent en face de lui se soulever des oppositions, ces oppositions venant insérer le doute dans son esprit. Or, comme dit Balzac, qui dit doute, dit impuissance. CQFD, Winnie Woody Vici, comme disait la Fouine, à moins que ce ne soit César, l'oublier qui a pris un plagiat. Toutefois, je me dis, non Stéphane, c'est un petit peu minimaliste quand même comme raisonnement. On attend quelque chose de plus de toi. En effet, il y a une notion cachée dans ce sujet. Ce que nous nous demandons, c'est le pouvoir décastrateur. Elle est là la véritable question. Et là, je peux vous dire que c'est tout de suite plus difficile. D'autant plus qu'il vaudrait mieux pour moi que ce soit faux. En effet, je suis moi-même un homme de pouvoir, étant vice-président de l'association illustre Les Hallucinés. Voilà, vos rires veulent tout dire, en fait, j'ai aucun pouvoir, c'est la sauce. Mais, toutefois, je ne me sens quand même pas serein, car les membres même d'Iségoria semblent avoir des doutes à mon sujet. En effet, en sélection, ils m'ont fait travailler sur le sujet « Ne te déshabille que pour dormir ». Fortement à l'état des cabrioles nus au lit, après quoi il se demande maintenant si le pouvoir me rend impuissant. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, je vais vous montrer qu'il n'en est rien, je suis ici pour défendre mon honneur. Tout d'abord, j'ai fait ce que toute personne censée faire quand elle a une question, je suis allé chercher la réponse sur Wikipédia. J'ai regardé les causes d'impuissance sexuelle connues. Causes psychiques, causes organiques, causes psychologiques, non, tout va bien, pas de mention du mot pouvoir. Toutefois, alors que je jubile déjà, une petite voix vient me perturber dans la tête. Vous savez, cette petite voix, vous l'avez tous déjà connue, elle peut prendre différentes formes. Pour moi,
C'était la voix d'un prof de RH, un peu aigri, qui vous dit « Pour l'exposé du groupe marron, vous aurez droit, comme source, à des ouvrages, à des articles de presse, mais pas Wikipédia, parce que Wikipédia n'est pas une source fiable. » Je vous dis ça depuis le collège. Déçu, mais des faits, je me mets donc en quête d'une source un peu plus fiable. J'allume la télé. J'allume la télé et je tombe avec mon homonyme Stéphane Bern. Stéphane Bern de l'émission Secret d'Histoire. Et à mon plus grand plaisir, j'apprends que le pouvoir n'est certainement pas une cause d'impuissance, en tout cas, on jugeait des présidents de la Ve République. En effet, quand on voit Mitterrand et ses maîtresses, non pardon, je les confonds, voilà. Quand on voit Hollande et ses maîtresses, Mitterrand et ses filles légitimes, quand on voit les grosses pointures comme Chirac ou Giscard, non, franchement, le pouvoir ne conduit pas à l'impuissance. À croire qu'on n'a jamais aboli la monarchie. Stéphane Bern vous dirait que Louis XV avait une femme dans son lit tous les soirs. Et oui, n'en déplaise à Serge Aurier, lui, que c'était pas une fiotte. D'autant plus que cette situation n'est pas endémique. Quand on traverse les Pyrénées pour aller en Espagne, on a la même situation avec ce bon vieux Juan Carlos, ancien roi d'Espagne, qui a connu, paraît-il, plus de 1500 femmes dans sa vie. Et cela, comme vous le savez, a fini par lui coûter sa couronne, lui qui était parti au Botswana chasser l'éléphant et pas que. Il est donc venu le temps de conclure et de résoudre ce paradoxe pour le moins surprenant. En effet, au début, je vous ai dit que le pouvoir pouvait rendre impuissant, au moins dans l'esprit. En effet, il avilit l'homme de pouvoir, il l'aliène à ses plus vifs désirs. Mais soyons sérieux. Comment voulez-vous assouvir ses désirs sans rien sous la ceinture? Non, c'est pour ça que j'arrive à cette conclusion que je dirais qu'il y a presque une relation inversement proportionnelle entre la puissance psychologique et la puissance sexuelle. Quoi de mieux donc pour conclure mon propos et l'illustrer que ce fameux proverbe congolais, d'ailleurs tout à fait dans le contexte nantais puisqu'il parle d'éléphant, c'est une sorte d'animal, ce proverbe qui dit « Peu importe l'intelligence de l'éléphant, ses couilles rempliront toujours une marmite ». J'ai eu un petit peu peur en faisant ces quelques reproches à Guillaume Ardouin de complètement empêcher Stéphane Pez de faire son sujet, tout simplement. Mais vous l'avez fait de manière extrêmement drôle, j'ai beaucoup ri. Vous êtes, je pense que c'est pas facile de rapporter un tel sujet à soi, donc vous avez été courageux. Vous osez également utiliser certaines expressions qui ne sont pas dignes d'un concours d'éloquence, mais vous le faites très bien. Donc, bravo encore. Les seuls inconvénients, si jamais vous passiez en finale, c'est votre débit un peu trop rapide et vous sautiez un petit peu sur place. Je peux comprendre que le sujet soit gênant, mais il faudrait voir à vous détendre. Voilà. Sur la forme, je reprendrai les mêmes observations que madame le professeur. Marcher pour éviter de sautiller. Vous verrez que ça ira beaucoup mieux. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous écouter. Et ce que j'ai apprécié du reste à cet égard, c'est que vous témoignez une certaine aisance. On observe chez certains intervenants, c'est cette capacité à réagir aux réactions du public, à intégrer ça à son discours, ce qui fait preuve d'une certaine souplesse, et là d'une vraie habileté et d'une véritable force d'humour aussi qui est liée à l'improvisation. Donc voilà, ça j'ai beaucoup apprécié ça. Une aisance incontestable en dépit des sautillements. Voilà. Ou grâce au sautillement. Et puis, alors, un ressort, mais que vous avez utilisé, alors qui est un truc qui est parfois un peu facile, mais que vous avez su utiliser quand même très habilement, qui consiste sur un sujet à raconter l'aventure de la réflexion et la quête de la réflexion sur le sujet. Alors, c'est un procédé, mais il faut reconnaître quand même que vous l'avez fait avec vraiment beaucoup d'humour, donc ça passait. Est-il un plus grand drame que de ne pas se hisser plus haut que ce que nous sommes?
Céline nous répond non. Et il le dit dans Les Beaux Draps, un pamphlet, un texte politique. C'est que le mystère, la légende et la grandeur ont fait la France comme ils font les hommes. Car un pays qui n'aurait pas de légende, un pays qui n'a pas de Jeanne d'Arc, pas de Racine ou de Corneille, un pays qui en somme n'a pas d'histoire, gît sans passé et donc sans avenir, dans un présent indéchiffrable. Et quoi de plus triste qu'un pays sans légende? Ça veut dire un pays qui ne peut pas porter de regard épique sur son histoire. Quel cœur voudrait aimer et servir une simple contingence historique? Et de même, quel homme pourrait se contenter de n'être rien que ce qu'il est maintenant et ne pouvoir se faire meilleur qu'il n'est? La vraie richesse de la duchesse de Guermantes, ce n'est pas sa fortune, ce n'est pas sa beauté, c'est, nous dit Proust, que semblables aux effigies médiévales qui portent leur chapeau dans leurs mains, semblable à ces effigies, elle n'est pas seulement elle-même, elle est tout les Guermantes, elle est 10 siècles en un instant. Ainsi, n'être rien, n'avoir rien fait, rien accompli, n'avoir pas même comme Madame de Guermantes le souvenir d'un grand passé, c'est déjà ne pas être, c'est déjà mourir. C'est mourir parce qu'alors, si nous écoutons à ce que nous sommes plus ce que nous sommes et nous disparaissons. Comme au Glomov, l'éternel dormeur, nous n'accomplissons rien. Nous nous brisons. Au Blom en russe signifie brisure. Et ainsi, nous mourons. Mais alors, est-ce vraiment cela, mourir que d'être sans légende, sans mystère et sans grandeur? Non, parce que la médiocrité comme le mauvais vin, elle est insipide, mais elle ne tue pas. Si elle tue quand même. Elle tue parce qu'à contrario, la gloire nous fait vivre au-delà de nous-mêmes. César est mort il y a 2060 ans. Et nous nous en souvenons encore. Il est le triomphateur des Gaules, il est le patriarche judéo-claudien, il est le soldat éternel, il est le modèle de Charles Quint et de Napoléon. Et qui se souvient de ces assassins? Nous ne retrouvons que Brutus, parce que nous avons la naïveté de le croire le fils de sa victime, ce qui d'ailleurs est très contesté. Et qui furent ces sénateurs haineux? Qui furent ces lâches? Brutus est mort de n'avoir rien été auprès du grand César. César est vivant. Il est vivant parce que chacun de ceux qui se sont inspirés de sa gloire l'a fait revivre. Parce que les empereurs de Rome ont tous pris son domaine. Parce que Charles Quint s'est fait César, le Kaiser en allemand. Parce que les tsars de Russie voulurent faire de Moscou la troisième Rome. Et tous firent revivre César. Brutus, lors de sa dernière harangue, et qui se a dit à ses soldats: je suis plus heureux que mes vainqueurs, je suis plus heureux que nous ne le serons jamais, je laisse au moins le souvenir de la vertu. Et quel souvenir! Quelle vertu? Brutus ne laisse rien. Il ne laisse que le souvenir d'un assassin justement châtié, un souvenir ignominieux. Je suis plus heureux que mes vainqueurs. C'est César qui fut plus heureux que ses assassins. Voilà le véritable mystère, la véritable grandeur. C'est que l'histoire fait vivre éternellement l'homme de gloire, la grande nation. Et l'homme de peu, la nation qui était assez large pour oublier son passé, périssent comme tout ce qu'il vit, pas comme tout ce qu'il vit, pardon, privés qu'ils sont de du secours surnaturel de la gloire. Alors oui, nous mourrons d'être sans légende, sans mystère et sans grandeur. Alors comment dire, impression très partagée parce que si on écoute le fond et la qualité de la langue, elle est remarquable, l'articulation du discours est excellente. J'ai des réserves sur la grandeur de Brutus, qui quand même a des modèles du tyrannicide, et c'est quand même la République contre César. Enfin, je pense que Brutus pourrait incarner une figure de légende tout de même. Vous réservez ça à César, ça peut se discuter. Mais au-delà de ça, les références sont très belles, celle à Oblomov est très intéressante. Une élocution, évidemment, bon,
parfois un peu hésitante, eu égard à la qualité du texte, et surtout, dans la beauté de la forme, vous savez, il y a quelque chose quand même d'extrêmement compassé. Si je devais parler en termes d'éloquence, puisqu'on est dans un concours d'éloquence, il y a 3 types d'éloquence, vous savez, celle de la tribune, celle du prétoire et celle de la chaire, hein, celle des prêtres. J'ai tout de même eu un peu, vous me voyez plus, hein, avoir un descendant de la dernière, l'éloquence de la chaire. Or, je pense que celle de la tribune aurait mieux convenu en l'occurrence. C'est une belle prestation avec de très belles qualités, de très belles références historiques et littéraires. Monsieur le professeur Johan l'a expliqué, je vais encore prendre le risque de le compléter et surtout pas de le contredire. Après, nous sommes à mon cours d'éloquence et je vous sens encore figé, stressé, les traits sont tirés, vous ne savez pas où vous mettez vos mains. Prenez des dents. Je regrette que vous n'ayez pas donné plus de rythme à votre intervention. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors je voudrais commencer par une petite histoire. Par un beau jour d'été, un Romain, cette fois-ci qui s'appelait Plaute, ses camarades parlaient de César, mais même justement Plaute, perdu dans ses réflexions, parcourant son marbre encore vierge de toute inscription, à l'aide de son burin soyeux, toute une révélation, une illumination. Et il écrivait une phrase qui allait marquer la page encore si courte de l'histoire. Homo homini lupus est. C'est-à-dire dans notre vulgus local, l'homme est un loup pour l'homme. Cette maxime de Musèvre, reprise par nombreux penseurs, définit l'homme comme prêt à tout pour arriver à ses fins, comme si le principal prédateur de l'homme était justement l'homme. Mais poussé par ce goût si contemporain de l'expérience et du secret d'esprit, certaines personnes se sont plus drôles, merci Maxime, de remplacer le mot homme par femme. C'est-à-dire, l'homme est-il un loup pour la femme? En d'autres termes, l'homme n'est-il qu'un Jean-Claude Duss à la recherche constante d'ouverture? L'homme est-il incapable de construire des relations saines et pérennes sans arrière-pensée avec une femme? C'est ce que nous allons essayer de savoir ce soir. Donc, afin d'assurer un besoin vital de reproduction et de satisfaire à des pulsions freudiennes d'Eros, l'homme utiliserait des techniques aussi primitives que celles du loup en chasse. On commence par la meute humant l'air, les yeux scrutant l'obscurité de la piste de danse, à la recherche d'une silhouette affriolante. Soudain, Aphrodite, comme descendue sur Terre pour quelques heures, apparaît. Elle correspond, encore une fois, à celle de nos rêves. Ce petit ami aussi innocent, aux yeux roucoulants de tendresse, a l'air si amusé et rêveur. Dès que la proie est repérée, c'est l'attaque. Elle est affaiblie par toutes sortes de techniques, rapprochement, petite valse, je t'offre un verre, petit tango, petit flamenco pour les plus intrus, gesticulations plus ou moins contrôlées pour les autres, petite salsa aussi, je pourrais penser, effectivement, car oui, on aime danser avec les loups depuis ce film de Kevin Costner. On offre un second verre, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, un septième, on ne s'arrête plus, c'est open bar, on en profite. Et éventuellement, on en profite pour complimenter la demoiselle, même si, comme dans la fable, le loup n'a plus véritablement besoin de se justifier pour emporter l'agneau dans la forêt. Et enfin, après tous ces efforts, notre jeune cible, renommée Target par la novlangue marketing, va succomber à toutes ces attaques types du loup de Texanie. Elle ne s'est rendue compte que de peu de choses. Elle reste ici l'innocente gazelle, victime de l'homme brutal et aveugle. Certes. Elle s'est encore fait avoir, et puis comme dit si bien le proverbe, quand on parle du loup,
c'est qu'on en voit déjà la queue. Effectivement, il est alors trop tard. Bien après avoir épuisé, que dis-je, consommé sa victime, le loup repart pour sa meute vers les conquêtes et surtout pas au dehors. Alors, je ne dis pas que ce récit est dénué de vérité, je pense simplement qu'il est peut-être un tantinet exagéré. L'homme a ses travers, il a ses instincts, bon sang, etc. Comme le dit si bien Henriette Thiat, un gentleman est un loup patient. Même un colonne ayant se tenant à moins d'un bras qu'une femme, l'homme ne l'entra pas les passantes. Et puis la femme ci n'est présentée que comme une victime. Peut-être que l'homme est un loup, mais alors, qui est la femme? Qui est la femme? Pardon. Une fleur pétale d'or qui attend sagement la violente abeille butineuse, une innocente princesse broyée par l'obscène chevalier, ou plutôt ne serait-elle pas une louve cachée derrière ses beaux airs, se jouant des apparences, prête à tout pour planter ses crocs dans un beau ballon. Nietzsche, je pense, résume assez bien la situation en ces quelques vers. Enlève la femme pour qui brûle ton cœur, ainsi pense l'homme. La femme n'enlève point, elle dérange. C'est pourquoi dans notre affaire, me semble-t-il, la femme aussi a ses peurs. Seulement, pour éviter toute déviance dans la vulgarité, dans ce jeu de séduction, pour ne pas laisser le dessous de la ceinture prendre le dessus, respectons les règles simples, celles de la galanterie. C'est la plus noble et plus belle façon de jouer à ce grand jeu de civiliser pour masquer notre animalité. Certes, certains diront bien entendu une perte d'authenticité, mais aujourd'hui, où est l'authenticité dans nos relations? Peut-être se cache-t-elle entre le rouge à lèvres et le parfum. Peut-être se cache-t-elle entre les paroles d'un pseudo-Don Juan ou les méthodes du vicomte de Valmont. Elle semble avoir quelque peu disparu. Alors c'est pourquoi, soyons patients, soyons galants et restons nous. Merci. Je l'ai trouvé très à l'aise dans votre prestation, bravo, parce qu'elle donnait à tout le monde de votre âge d'être aussi à l'aise devant un micro, de bouger aussi facilement, d'avoir un style aussi rythmé, un style aussi enlevé, donc bravo, vous ne nous avez pas endormis du tout, puisque les changements de rythme nous mettaient l'eau à la bouche pour ce qui suivait à chaque fois. J'allais vous poser la question, et je l'ai noté sur mon carnet, mais la femme était qu'un fragile animal, mais vous y avez très bien répondu à la fin, donc merci de ne pas nous avoir laissé sur notre faim. Voilà, merci pour votre humour aussi, très appréciable. C'est une très belle prestation, et pour l'avocat que je suis, quand on fait un peu de divorce, on se pose toujours la question, et je vous rassure, j'ai toujours pas la réponse. J'ai trouvé que votre prestation était très bien écrite, avec une très belle aisance, avec des changements de rythme. On ne s'est pas du tout ennuyé, vous nous avez, pour ma part en tout cas, emporté pendant ces quelques minutes, avec un humour assez fin, osé, où vous jouez un petit peu avec la limite, et puis finalement une très belle conclusion qui fait presque oublier une certaine prise de risque. Bravo. J'étais sensible à, là pour le dire, vraiment un vrai talent oratoire. Ça c'est indéniable. Voilà, un vrai talent oratoire. Sur le plan de la performance oratoire, je le dis, ce que j'ai entendu le plus convaincant depuis le début. Voilà, sur le plan de la performance oratoire. Je ne parle pas de l'amour léger et volage, comme l'amour que vous, les Mexicains, au chicken carne, ou l'amour que vous, DSK, des femmes qui se trouvent innocemment nues, de manière tout à fait fortuite, dans cette chambre cartonne. Non, non, rien de cela. Je ne parle pas de cela. Je vous parle de l'amour profond, de l'amour intense, violent. Celui qui nous prend aussi, celui qui nous prend aussi, l'amour avec un grand A. Eh bien moi, je m'en souviens. Je m'en souviens de cette première. Je me rappelle parfaitement l'heure. Ça a commencé lors de notre entrée dans le nouveau millénaire, qui est dans ce dossier qui est entré à la place de CP. À l'école primaire José Tech dans le village de Gravel. Je me rappelle passer le pas de la plante pour cette classe, affublé d'une salopette, une paire de sandalettes à fleuve. J'exprimais d'ailleurs certainement un attachement refoulé du style hippie de mes parents fonctionnaires. Et donc c'est ainsi que je suis rentré pour la première fois dans la classe de mon maître, Philippe Quinta,
qui me fit asseoir. L'horreur! Infamie! Trahison de la part d'un collègue masculin! Il me fit asseoir, vous l'aurez deviné, à côté d'une fille. Quand on est au CP, quand on est un garçon, les filles, c'est nul. Ça sert à rien, ça peut pas jouer. Les filles, c'est l'être le plus repoussant, le plus écœurant que vous connaissez. Les hommes ont bien changé, et je vous retrouve à la fin. J'avais donc été condamné, puni, dès mon arrivée, à être assis à côté de cet être hideux. Et pourtant, cette infâme me captivait. Et petit à petit, je sentais que je m'y attachais. Que je me plaisais même d'être en sa compagnie. Cet attachement semblait réciproque. Même lorsque je rigolais en mangeant mes chocos et que je l'arrosais d'une pluie de miettes, ça en aurait bien plus une. Mais pas elle. Elle semblait même s'en amuser. Inéluctablement, ses charmes finirent par me séduire. C'était sûr, cette fille, je l'aimais. Alors oui, je le concède, nous sommes loin de l'histoire d'amour des grands écrivains romantiques, de la sensibilité si vivifiante et frémissante des méditations de Lamartine. Nous sommes loin de l'amour violent et passionnel qui glissait Camille et Laurent dans Thérèse Raquin d'Émile Zola. Non, l'histoire que je vais vous raconter n'est peut-être pas la plus belle, mais elle est assurément la plus sincère. Y a-t-il rien de plus transparent et de plus pur que l'innocence des enfants? Il s'agissait d'une symbiose magnifique et sublime, telles deux flammes qui revolent et qui se rencontrent dans un brasier. Cependant, ce que ressentaient ces deux enfants n'était pas de l'amour. L'amour ne se ressent pas, l'amour n'a rien à voir avec une émotion. Voyez-vous, dans la mythologie indienne, Dieu, Shiva et Kali représentent à la fois l'amour et la mort, deux aspects profondément mystérieux et inséparables. Mais la mort a toujours plus suscité d'intérêt que l'amour. D'ailleurs, toutes les religions ne sont que des enseignements. Comme l'indique le philosophe anglais Piotr Ustenski dans Versus Morgano, on croit connaître l'amour en lui appliquant certains stéréotypes. Mais l'amour est un phénomène cosmique, une dimension qui surpasse largement le cas de l'humanité. Les hommes sont liés entre eux par un bras de fer fratricide qui les fait souffrir lorsqu'ils pensent se mettre à aimer et qui se termine irrémédiablement par la mort. Parler de beauté dans l'amour est ainsi parfaitement insensé. Il n'y a rien de beau dans cette lutte, dans cette souffrance qui dévore, qui ronge les individus. Non. L'innocence d'enfant que j'ai évoquée plus tôt n'est que la graine de l'arbre de destruction qui attend de germer et dont les fruits, tels la funeste pomme du jardin d'Éden, viendront pervertir les hommes. Beau programme, n'est-ce pas? Heureusement, la vie ne se limite pas à l'amour. Et d'ailleurs, les histoires d'amour que nous pensons vivre ne sont en réalité que des moments de plaisir que nous languissons d'éprouver. Parfois très intenses, très charnels, très sauvages, comme croquer avec délice dans un petit abateau de sucre. Bravo, c'est un accord vous trahisse. Vous pouvez venir, évidemment, il fallait que vous pensiez au sexe. Bravo. Après une si belle, et surtout leçon sur l'amour. Vous mettez dans l'embarras. Mais, puisque vous êtes aussi terre à terre, je vais devoir m'en remettre parce que c'est certainement un des plus grands penseurs de notre époque. Un esprit éclairé qui nous a tous illuminés. Tranquille Vincent. Il n'y a pas que le sexe dans la vie, il y a des fesses aussi. Cher public, cher jury, histoire dans l'histoire ce soir, de la Tableception. J'espère que celle qui vient de s'écrire ce soir entre nous, entre vous et moi, ne fait que commencer. Vous êtes une. J'ai apprécié une certaine aisance oratoire. Voilà. Votre intervention m'inspire quelques réserves. Voilà, je vais formuler, mais encore une fois, l'appréciation oratoire était d'assez bonne qualité. Elle reposait, à mon sens quand même, sur des effets un peu appuyés, un peu calculés, un peu prévisibles, un peu attendus. Vous escomptiez, donc de ce point de vue-là, ça manquait peut-être, à mon sens, un peu de spontanéité. Mais ma principale réserve ne porte pas tout à fait là-dessus. Elle porte quand on a un énoncé et un sujet, on s'attend à ce qu'il soit traité. Malgré tout, je veux dire, la performance oratoire,
l'aisance, même le fond du discours qui est intéressant de l'histoire, cette exploitation du penchant égotiste, autobiographique et le grand vice contemporain, on peut le faire avec l'humour comme vous l'avez fait. Et le problème, c'est que le sujet, c'était quand même la plus belle histoire d'amour était la suivante, ce qui était quand même un joli sujet de réflexion, que vous contournez en réfléchissant à ce que c'est qu'une belle histoire d'amour, ou y a-t-il tout simplement des histoires d'amour. Mais la suivante, et tout l'enjeu quand même de la réflexion, j'avoue quand même trouver regrettable que vous ayez contourné ce qui faisait tout de même l'intérêt de cette dénoncée. Voilà, donc là, je pense qu'aucun de vos camarades jusqu'à présent n'avait à ce point dévoyer un énoncé, contourner un énoncé, et je pense qu'une des exigences d'un concours d'éloquence, c'est que la forme ne doit pas l'emporter quand même totalement, même si elle est de qualité, sur ce fond. Je trouve que là, sur le fond, vous avez appliqué une stratégie déficiente. Je n'ai pas l'impression que vous avez répondu au sujet, même si vous avez fait des références littéraires ou historiques assez intéressantes, vous avez publié finalement. Mais nous sommes dans un concours d'éloquence et vous avez présenté, vous avez fait une très très belle éloquence avec une certaine aisance, avec du recul des changements de ton. Malheureusement, j'ai l'impression que vous n'avez pas trouvé le public. Vous n'avez peut-être pas été assez accrocheur. C'est vrai que c'est un sujet qui aurait pu être intéressant à présenter à des jeunes divorcés qui imaginent que la vie est terminée, qu'ils ne vivront plus jamais avec l'amour finalement, et donner de l'espoir à ces gens. Donc en fait, on attendait que vous donniez de l'espoir à ces gens-là. Malheureusement, on n'avait jamais traité de l'histoire d'amour suivante. Qu'il puisse y avoir une belle histoire d'amour après une qui avait déjà été belle. Pour sauver son crédit, faut-il cacher sa perte? Quelle ne fut pas ma perte de confiance, d'assurance, de conscience. À la vue de ce sujet, somme toute assez déroutant. Perte que j'essaye maintenant de masquer, vous l'aurez compris, pour conserver un minimum de consistance. Comment donner du sens? Comment faire preuve de pertinence, de fulgurance? Face à un sujet de prime abord relativement fermé, il me fallait expliciter, interpréter, élargir, ouvrir et surtout découvrir. Cela va sans dire. Alors voilà, j'ai trituré, torturé ce sujet tortueux, je l'ai tordu dans tous les sens pour en extraire l'essence. Et soudain la lumière fut, éclatante, presque aveuglante. Il me suffisait de changer 2 lettres dans cet intitulé pour immédiatement l'éclairer. Pour sauver son crépi, faut-il cacher sa porte? Elle était donc là la solution. Tout n'était question que de ravalement de façade, d'entretien de palissade. Laissons de côté la poésie, nous parlons ici d'ennui. Merci donc pour ce délicieux sujet, né, je l'imagine, d'un featuring inespéré entre Iségoria et Castorama. Crédit et crépi, perte et porte, 2 binômes dont la proximité sonore, mais qui en réalité peut causer bien du tort. Ainsi qu'elle ne fut pas la surprise de ma chère et tendre mère quand je lui annonçais, avant de rentrer en première, que j'avais choisi de faire une filière S car ce serait sûrement celle qui m'ouvrirait le plus de pertes. Tu cours à ta porte, m'avait-elle répondu. Et mon beau-père d'ajouter qu'il préférait que je me concentre davantage sur le rugby, sport que je pratiquais à l'époque, pour espérer intégrer un jour l'équipe de Bernard Laperte. Traumatisante discussion. Laissez-moi, sans transition, rattacher cette digression à notre question. Car si j'ai perdu le sujet, c'est modestement pour vous montrer
que l'on peut cacher cette divagation avec humour et ainsi conserver sa crédibilité. Revenons maintenant à nos moutons, ou plutôt à la chauve-souris, le buisson et le canard, titre du poème duquel le sujet est tiré. Pour être honnête, cette rencontre avec La Fontaine m'a d'abord mis l'eau à la bouche, puis doucement m'a excité, pour enfin m'enflammer. Assurément, il n'y a rien de plus beau que le corps d'une fable. Que j'aime embrasser tes rimes, les croiser ne me suffit plus. L'heure a sonné, et autour d'un dernier verre, je me laisse aller au plaisir charnel dans un enjambement imprévu. Tension sexuelle à l'égard de quelques voyelles, vous l'aurez compris, pour La Fontaine, mon amour est réel. Dès lors, me voilà revigoré, mettant de côté ma perte de confiance au d'un intérêt nouveau pour l'intituler et d'une volonté affirmée de le traiter plus avant. Alors voilà, au fond, la volonté de cacher sa perte vient du fait qu'on la considère comme handicapante, comme une tare, comme un poids. C'est pourquoi on souhaite s'en débarrasser par tous les moyens, y compris la malhonnêteté. En effet, cacher sa perte, c'est tricher, c'est mentir, c'est s'arranger avec la réalité et avec la vérité. Et fondamentalement, il n'y a pas de crédit, il n'y a pas de confiance là où il y a du mensonge. Il serait donc totalement illusoire de penser que l'on peut sauver son crédit en cachant sa perte. Changeons maintenant le postulat de départ et considérons la perte comme positive et valorisable. Il devient alors inutile de la cacher. Et je pense que l'on est ici au cœur du sujet. Il y a du bon dans la perte comme il y a du mauvais dans le gain. En effet, la perte, l'échec, l'abandon, la dissolution peuvent être fondateurs, créateurs. La perte n'est qu'un bouleversement ponctuel qui nourrit un changement, un renouveau plus profond. Ainsi, dans la disparition, Perret commet la lettre E. Elle n'apparaît pas une seule fois dans le roman. Et de cette perte naît la crédibilité de son œuvre. De cette contrainte provient la reconnaissance et l'admiration qu'on lui accorde. Dès lors, quelle idée de la cacher? Non, cessons de la mépriser. La perte est belle dans ses effets. Au lieu de la mettre au pilori, accordons-lui donc tout notre crédit. Merci. Je vous ai trouvé très drôle, tout en restant vraiment dans l'exercice du concours d'éloquence, avec des rimes, avec de la poésie, vraiment, ça m'a vraiment emporté. Vous avez conservé toute crédibilité, même dans vos propos un peu détachés du sujet, vraiment. Je trouve que votre texte mériterait en fait d'être relu afin d'y déceler toutes les pépites qu'on a entrevues mais qu'on n'a pas encore très bien digérées. Donc si on pouvait avoir accès à votre texte, ça serait vraiment parfait. J'aimerais vous avez ici toute ma reconnaissance et mon admiration. C'était excellent. Moi j'ai tout aimé là-dedans, la prestation oratoire, l'humour, et cette talent que vous avez eu de paraître jouer avec les mots du sujet, et à la différence de ce qu'on a entendu précédemment, d'y revenir et de le traiter de manière plutôt intelligente et intéressante. Alors merci à tous les candidats pour leur présentation. Maintenant on va laisser le jury délibérer pendant 5 minutes. Voici alors tout simplement dans l'ordre de la liste, puisque nous n'avons pas hiérarchisé ces 5 candidats retenus, mais les voici. Il s'agit donc d'Henri de Montmarin, d'Abdelmalek Bouchaba, de Stéphane Fest, de Théodore Nicolas et de Valentin Roca.